Je range mon bureau et aujourd'hui pour moi c'est le 13 octobre 2020, pour vous non, parce que je vais programmer cette vidéo pour qu'elle se publie, qu'elle soit programmée, qu'elle soit diffusée, voilà, je vais trouver le mot, un autre jour, d'ici quelques jours. Eh bien moi j'ai déjà enregistré 3 vidéos ce matin dans mon bureau, justement des vidéos interpares. Et comme j'ai enregistré ces vidéos interpares, eh bien j'en ai un peu marre d'être dans mon bureau, donc ça fait 1 ou 2 heures que j'écoute de la musique et que je travaille ici, à la salle à manger. C'est le début de l'après-midi, je bois mon café, mais rassurez-vous, les livres que j'ai avec moi aujourd'hui, ce sont bien des livres qui encombrent mon bureau et qu'il va falloir que je range. Le premier, Chaviré de Lola Lafont. Et Chaviré de Lola Lafont, je ne l'ai pas lu. Et je n'ai lu aucun livre de Lola Lafont. Donc pourquoi est-il sur la pile? C'est parce que c'est mon épouse qui l'a lu. Lola Lafont vient pour une rencontre cette semaine à Tours, mais c'est dans une librairie, dans une petite librairie. La librairie de la rue Bernard Palissy. J'en ai parlé la semaine dernière, j'ai déjà oublié son nom, c'est pas bien. Mais en tout cas, il n'y a plus de place pour la rencontre. Donc bah voilà, on va ranger le livre. J'ai aussi ressorti des étagères ce matin parce que j'ai découvert une nouvelle écrivaine équato-guinéenne, donc de Guinée équatoriale, qui elle écrit en espagnol aussi, et qui est traduite, qui vient d'être traduite, dont le roman vient d'être traduit, c'est Trifemia Obono, La Bâtarde, ça vient de paraître, je ne l'ai pas encore acheté, mais du coup je suis allé chercher, je pense, le seul livre de Guinée équatoriale qui est sur mes étagères, et donc il va falloir que je le re-range. C'est Malabo Littoral de Joaquin Mbomio Bacheng, et j'ai lu ça à sa sortie il y a 5 ans. À l'époque, je ne faisais pas de vidéo, donc je n'avais pas pu en parler. Et c'est un livre qui est à ajouter à la longue série des portraits de dictateurs post-coloniaux et en fait néocoloniaux, bien sûr. Donc un peu dans la lignée de 100 ans de solitude, par exemple, cette espèce de figure d'autocrate. On peut penser aussi à Moi le Suprême de Roi Bastos, évidemment, quand on est dans la langue espagnole. Là, en l'occurrence, bon, comme c'est africain, ça fait aussi évidemment pas mal penser à d'autres figurations. On peut penser aux figurations de la dictature africaine par Noureddin Farah, bien sûr. On peut penser aussi à des mythifications ou des théâtralisations aussi de Sani Abacha, par exemple, au roman de Ben Okri. Bon, il y a un certain nombre de textes qui travaillent cette figure du dictateur. Et ici, dans Malabo Littoral, traduit de l'espagnol par Anne-Lise Oriot, c'était aux éditions L'Atelier du Tilde, eh bien, on a encore ce portrait, vous allez voir, un peu dérangeant. Ce samedi-là, Macias avait organisé son meeting dans la nouvelle école d'apprentissage industriel. Il avait le visage en sueur, les gouttes reflétaient par intermittence les lumières des puissants projecteurs de la grande salle. Ce phénomène de reflets lumineux augmentait sensiblement l'influence magnétique du grand leader. Il avait une coupe de style bomba à la mode dans les années 90. Son front large et bombé conférait beaucoup de présence à sa personnalité. Macias ne passait jamais inaperçu. Il avait des yeux très vifs, presque toujours injectés de sang. Son regard glacial et terrifiant laissait entrevoir la violence sadique qui animait cet homme, condamné par sa propre existence. Son nez aplati de bon bantou semblait planté au milieu de son visage comme un bunker allemand en Normandie. Ses lèvres, toujours fermées, dessinaient une ligne droite qui tremblait légèrement, trahissant une nervosité permanente. Macias avait les pommettes un peu saillantes et tirées vers le bas par un menton charnu. Son crâne, volumineux, était soutenu par un cou puissant qui disparaissait entre les muscles de ses épaules. Son torse était beaucoup plus bombé que son front. La vie de bourgeois nanti qu'il menait depuis son arrivée au pouvoir avait largement rempli son ventre. Tout cet ensemble d'os et de chair, mais aussi de graisse, était solidement maintenu debout par 2 jambes fortes qui indiquaient que leur maître avait dû pratiquer dans sa jeunesse la lutte libre Fang, le messing. Les Fang, c'est les Dogons aussi. Voilà, donc ça se passe en Guinée équatoriale, et donc on a ce portrait avec une caractérisation un petit peu racialisée comme ça. Enfin, donc c'est toujours étrange à lire dans des cas comme ça, cette racialisation péjorative en fait aussi, hein, comme la phrase là sur le nez aplati de Bonbantou planté au milieu du visage comme un bunker allemand en Normandie. C'est très étrange, c'est vraiment une métaphore multiple, on va dire ça, au minimum.
Ouais, c'est sans coupure, c'est sans montage. Cette année, depuis que j'ai le micro-cravate, je fais ça avec le smartphone et je m'embête pas. Alors, au printemps, j'avais beaucoup relu, retravaillé la poésie d'Elizabeth Barrett Browning. Là, c'est pas uniquement les Sonnets from the Portuguese, c'est les œuvres complètes, en fait, les poèmes complets de Elizabeth Barrett Browning dans la collection de poche de Wordsworth Poetry Library, très très précieuse. Alors ça se présente toujours sur 2 colonnes, c'est pas toujours extrêmement pratique à lire, mais c'est une sorte de norme anglaise assez fréquente. En fait, moi j'ai plein de vieux livres de poésie romantique, des Shelley, des Keats qui sont comme ça, qui sont du début du XXe siècle et qui sont comme ça sur 2 colonnes. C'est pas mal en fait. Et puis bon, c'est du coup effectivement c'est très portable, quoi, comme on dit, portatif, pratique. Et j'avais relu beaucoup Elizabeth Barrett Browning, qui est une poète essentielle. Elle est largement aussi importante que Tennyson ou que son époux Robert Browning. C'est vraiment une figure majeure de la poésie de langue anglaise et pas seulement du 19e siècle. Et il se trouve que comme les sonnets sont une œuvre majeure, pas au sens où c'est forcément la plus importante pour moi, mais c'est une œuvre essentielle, mais son œuvre la plus connue, les sonnets portugais, les Sonnets from the Portuguese, qui ont connu pas moins de 7 traductions en français, sont au programme de l'agrégation en littérature comparée. Eh bien, c'était l'occasion pour moi de rejeter un petit œil à ça. Donc j'ai retravaillé les sonnets portugais, enfin avec aussi Pasolini et Neruda qui sont au programme avec. Donc ça, c'est encore sur ma table de chevet. Je relis encore un petit peu ça assez régulièrement. Puis j'avais repris un certain nombre d'autres textes de Barrett Browning, notamment son magnifique roman en vers qui s'appelle A Poem in 9 Books, Aurora Lee. C'est un texte vraiment majeur. Je ne sais pas comment je peux vous le montrer. Voilà, Aurora Lee. Et c'est vraiment très très beau. Et tiens, je vais vous lire le début de Aurora Lee. Of writing many books, there is no end. And I, who have written much in prose and verse for others' uses, will write now for mine. Will write my story for my better self, as when you paint your portrait for a friend who keeps it in a drawer and looks at it, long after he has ceased to love you, just to hold together what he was and is. I, writing thus, am still what men call young. I have not so far left the coasts of life to travel inland, that I cannot hear that murmur of the outer infinite which unweaned babies smile at in their sleep, when wondered at for smiling. Not so far, but still I catch my mother at her post beside the nursery door, with finger up. Hush, hush, here's too much noise, while her sweet eyes leap forward, taking part against her word in the child's riot. Still I sit and feel my father's slow hand, when she had left us both, stroke out my childish curls across his knee, and hear Assunta's daily jest. She knew he liked it better than a better jest. Inquire how many golden scudi went to make such ringlets. Oh, my father's hand stroke heavily, heavily the poor hair down. Draw, press the child's head closer to thy knee. I'm still too young to sit alone. Et à partir de cette scène initiale de remémoration qui ouvre en deux vraiment la scène de l'écriture et la scène de l'enfance, comme dans l'enfance de Nathalie Sarraute, enfin comme dans toutes les grandes autobiographies ou autofictions, en l'occurrence ici récit à la première personne, en partie autobiographique, il y a voilà toute cette scène qui ensuite ouvre sur le I write, my mother was a Florentine, et donc sur un portrait de la mère dont on a compris dans le passage que j'ai lu qu'elle est morte quand l'enfant était encore jeune. Voilà, ça c'est le début de Aurora Lee. Je ne sais même pas si ça a dû être traduit ça en français quand même, j'ai même pas eu la curiosité de chercher. Aurora Lee, œuvre majeure de la poésie narrative de langue anglaise du 19e siècle. Elizabeth Barrett Browning, elle va retourner sur son étagère, mais je vais l'y déranger assez régulièrement quand même. On poursuit, tiens, avec ce livre que j'ai fini par finir, l'histoire du sucre, histoire du monde, l'œuvre, l'opus magnum, si je veux me la raconter, l'œuvre peut-être qui couronne l'œuvre, la carrière, etc., de James Baldwin, le grand historien des plantations du sucre et puis aussi de la traite transatlantique et de l'esclavage. Alors sachant que j'attends incessamment sous peu, je vais d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, pouvoir enfin lire le livre majeur que Olivette Otélé consacre aux Européens africains, aux Africains d'Europe, aux African Europeans.
et qui est un livre vraiment que j'attends depuis plusieurs mois déjà, qui vient enfin de paraître. Donc voilà, donc toujours dans cette question effectivement des prodromes et des conséquences de la colonisation, et puis plus que de la colonisation, mais avant la colonisation, de la traite transatlantique et de l'esclavage. Et donc ce livre parle du sucre. Il propose, comme le titre l'explique d'ailleurs, une histoire du sucre, une histoire du monde, conjointement. C'est-à-dire on explique le monde moderne, le monde dans lequel nous vivons, depuis en fait le Moyen-Âge à travers la question du sucre, c'est-à-dire de la nécessité de plus en plus impérieuse des aristocrates, des cours, d'avoir le commerce, de découvrir le goût du sucre et donc d'aller vers les produits sucrés et donc d'avoir un besoin impératif de s'approprier en sucre et donc du coup de défricher, de coloniser, de conquérir des territoires et puis surtout d'exproprier les occupants de ces territoires et surtout de modifier la culture. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait c'est un livre qui est à la fois un livre d'histoire commerciale, c'est un livre d'histoire même des pratiques alimentaires bien sûr, des pratiques alimentaires en Europe de l'Ouest. C'est un livre d'histoire culturelle, mais c'est aussi évidemment un livre sur l'esclavage et sur la façon dont le goût et l'attrait de plus en plus fort parmi les élites européennes pour tout ce qui est sucré et ce qui a permis d'expliquer la dérive complètement totalitaire et puis surtout totalement inhumaine de l'esclavage. Et donc le livre est un vrai livre d'historien, c'est très très bien. Il faudrait, si j'étais plus historien, ce qui n'est pas le cas, si en fait c'était aussi l'angle dans lequel j'aborde la question de la vidéo aussi, dans ma chaîne vidéo, que je consacre une vidéo un petit peu comme ça, linéaire à ce livre, en reprenant des aspects de ce livre. Bon, j'y avais à un moment donné, j'y avais pensé, et puis bon, j'avais pas vraiment le temps, donc c'est pas tellement l'idée ici. Je vais juste vous dire les titres des chapitres. Il y en a 16. Hein. Un goût millénaire, le temps se gâte, sucre et esclavage, l'environnement dévasté, parce qu'il y a toute cette question, en fait, tout ce que l'on lit depuis quelques années sur l'huile de palme, depuis quelques décennies, sur l'Amazonie, sur la manière dont l'Amazonie est dévastée, dont l'Indonésie est dévastée, au profit de monocultures complètement délirantes, notamment celle de l'huile de palme, bien sûr. En fait, c'est déjà vrai d'un certain nombre de plantations et d'un certain nombre d'archipels et d'îles de la Caraïbe dès le XVIe et le XVIIe siècle, en fait, où tout est détruit, tout est modifié en vue de la monoculture du sucre. Chapitre 5, acheter du sucre. Chapitre 6, thé ou café, l'accord parfait. Donc on est évidemment dans la question de la pratique du goût, mais aussi dans la question évidemment de l'empire colonial, parce que c'est le café comme le thé, complément alimentaire du sucre ou mode évidemment gustative et culinaire nouvelle, et bien là encore implique une fuite en avant dans la conquête coloniale, dans la conquête de nouveaux territoires. Chapitre 7, au bonheur des palais. Chapitre 8, quand le rhum coule à flot. Chapitre 9, le sucre à la conquête du monde. Chapitre 10, l'Amérique se sucre. Et donc là, on en vient évidemment à toute l'indépendance et tout le 19e siècle aussi ensuite. Hein. Les tourments du nouveau monde au chapitre 11. Chapitre 12, adoucir la guerre et la paix. Et enfin, les 4 derniers chapitres qui sont vraiment sur la période contemporaine. Donc c'est vraiment construit d'une manière chronologique. Le poids de l'obésité, chapitre 13, dis-moi comment tu manges, chapitre 14, chapitre 15, soda, la vérité qui dérange, et chapitre 16, renverser la vapeur au-delà de la taxe sur le sucre, et donc une conclusion qui conclut en disant que rien n'est plus corrupteur que le sucre. Donc, c'est la thèse de James Baldwin. Je ne suis pas assez historien pour savoir dans quelle mesure il n'exagère pas un petit peu le propos, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il le démontre fort bien, et le livre est vraiment très convaincant en termes d'histoire de cette inféodation. Voilà, j'ai voulu faire le malin, j'y suis pas arrivé, d'inféodation à un goût qui est le goût sucré, à peu près inconnu ou totalement marginal et sans importance jusqu'au milieu du Moyen-Âge, et qui finit par créer cette espèce de fuite en avant historique et mondialisée. Alors c'est sorti en 2020 aux éditions La Découverte dans une traduction. Alors le titre original c'est How Sugar Corrupted the World from Slavery to Obesity. Donc vous voyez que l'histoire du sucre, l'histoire du monde, c'est vraiment le titre français, cette espèce de lien, et qui correspond bien au contenu du livre, hein, entre l'histoire mondialisée et l'histoire du sucre. Et c'est traduit de l'anglais par Philippe Pignard. Il faut toujours citer les traducteurs. Je parle rarement de livres traduits de l'anglais.
Donc là, c'est l'occasion quand même de ne pas l'oublier. On poursuit avec un livre dont j'ai donné une lecture sur mon autre chaîne vidéo, une série que je pensais faire un petit peu systématiquement, puis bon, j'ai eu des petits soucis techniques, tout ça, donc je ne l'ai pas fait. C'est une série qui s'appelle 120 secondes de lecture. L'idée, c'était de faire des espèces d'impromptus comme ça. Et le premier, et pour l'instant l'unique impromptu de cette série, c'était un extrait de Clandestine de Hervé Bougel, au moment où j'ai découvert ce livre, il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est un petit livre qui vient de paraître aux éditions du Réalgard. On les connaît, je parle souvent d'elles. Voilà, la couverture. Et donc, Hervé Bougel, qui est un écrivain que je ne connaissais pas, dont je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir le reste de l'œuvre, mais il a publié de la poésie et des récits, et même une pièce de théâtre, il n'y a pas longtemps, aux éditions Mazette. Voilà, ce petit livre dans une collection qui est... c'est des petits livres, comme ça, une 50aine de pages, à 5 €. C'est vraiment très chouette, c'est un joli travail éditorial. Ce sont des textes qui, à chaque fois, travaillent une figure et un lieu. Et en l'occurrence, ici, c'est un livre très élégiaque, très émouvant, parce que le principe, c'est que le narrateur, qui a rencontré, dans le cadre de son travail, une jeune femme à Grenoble, finit par... n'a qu'à peine le temps en fait, de la connaître, puisqu'elle se suicide. Et donc, en fait, il laissait, quelques temps après donc, la mort de la jeune femme, alors, avec elle, il ne s'est rien passé. Enfin, on sent qu'effectivement, il y a toute une tentative de séduction. Il est attiré par cette jeune femme, il ne sait pas si c'est réciproque, il sent qu'il y a un trouble. Et en fait, évidemment, le drame est qu'elle se suicide. Et donc, il prend contact en fait, avec les parents, et donc tout le livre tourne autour d'une visite à la tombe en fait, de cette jeune femme, et donc des bords de Grenoble. Il quitte Grenoble, et donc le livre est écrit entre les souvenirs, entre l'analepse des semaines grenobloises, de la découverte, de la rencontre de cette jeune femme, de cette figure fugitive comme ça dans sa vie, et le voyage, le pèlerinage en quelque sorte presque, sur la tombe, et c'est près d'Angers, en fait, sur les bords de la Loire. Donc il y a toute la figure fluviale est très, très, très belle, très, 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 très finement étudiée, analysée et comment dire, fondue à l'histoire, évidemment, sentimentale, et qui est une histoire sentimentale elle-même un peu marginale, comme ça, un petit peu inhabituelle. Et donc voilà, c'est un livre qui est vraiment sur le pas de côté. C'est un livre très gracchien en fait. Alors pas seulement à cause de la Loire, ça fait beaucoup penser à Julien Gracq, qui d'ailleurs est cité. Donc c'est pas étonnant. Reversy aussi, puisqu'un livre de Reversy accompagne le narrateur pendant le jour de ce pèlerinage, le lundi 21 juin dernier. C'est l'incipit. Je me suis rendu sur la tombe de Patricia dans le petit cimetière de Rochefort-sur-Loire, non loin d'Angers. J'en avais le projet depuis des années. Oui, je disais quelques temps plus tard, non, c'est carrément quelques années plus tard. Et donc il achète, juste avant son départ, Le Passage de Jean Reversy. C'est un livre que j'ai lu moi quand j'étais au lycée, donc ça remonte. Et donc il le lit pendant la journée. Donc la lecture de ce livre de Reversy, qui est lui-même un livre très mélancolique, si mes souvenirs sont bons, accompagne ce pèlerinage, cette excursion un petit peu difficile comme ça, un petit peu douloureuse, mais douloureuse aussi de tout ce qui n'a pas eu lieu et de tout ce qui n'existe pas, de cette relation qui n'en est pas une en fait. Voilà. Donc Hervé Bougel, Clandestine. Bon, ben Hervé Bougel, on va essayer de creuser un petit peu ce sillon, et ben, dans l'immédiat, voilà, ben, je vous le signale, ça vient de sortir, donc ça ne va pas être trop compliqué de se le procurer. Aux éditions du Réalgard. Alors, le livre suivant, je pense que lui, il date de 2016, donc ça ne vient pas de sortir. C'est un livre de poésie dur à lire. Hein. Alors en fait, il faut lire à haute voix. La poète ou poétesse, on n'en sortira jamais de cette double possibilité. Anatote, le titre c'est Méca, et c'est publié aux éditions du Cadran Ligné. Alors le Cadran Ligné, j'en ai parlé récemment, parce qu'en fait, l'éditeur du Cadran Ligné, c'est Laurent Albarracin. Laurent Albarracin, j'ai déjà parlé de certains de ses recueils, il est lui-même poète. Et puis il a aussi, et j'ai consacré à ce livre un numéro de la série Interpares, il a publié récemment un recueil de ses chroniques ou de ses recensions de poésie contemporaine. Et c'est via lecture donc de Laurent Albarracin que j'ai découvert Anatote. Et donc voilà, c'est, je disais, un recueil, il faut lire ça à haute voix, ça fait beaucoup penser. Alors,
En poésie très contemporaine française, ça fait penser à plein de gens, à Charles Pennequin par exemple, hein, mais ça fait penser aussi, et puis sans doute qu'il y a plein de références qui m'échappent parce que je ne suis pas très au courant en poésie contemporaine française, mais ça fait penser à Gertrude Stein, en fait, au geste premier de Gertrude Stein, cette espèce de ressassement, d'épuisement des vocables, pas d'épuisement du sens, en fait, d'épuisement du lexique et des structures syntaxiques. Et de toute évidence, la leçon de Gertrude Stein a beaucoup marqué Anatote. Alors, je m'étais noté le texte que je voulais lire, et puis j'ai enlevé le marque-page au début de ma prise de parole, et du coup, c'est n'importe quoi. Voilà, je l'ai. Page 36. Je vais essayer de le lire, hein. Je promets rien. Le son second est le son qui ne vient pas. Tu le tires, mais il ne vient pas. Tu le pousses, mais il ne vient pas. Tu ahanes, mais il ne vient pas. Tu reprends. Le son second est le son qui ne vient pas. Tu tires et il ne vient pas. Tu accélères et il ne vient pas. Tu fermes les yeux, tu t'acharnes. Tu pousses, tu sues. Tu finis par vomir en silence. Le son troisième est le son qui vient trop vite. Est-ce qu'il vient trop vite parce que le son second ne vient pas? Ou bien est-ce que le son second ne vient pas parce que le son troisième vient si vite et qu'il prend la place, toute la place du second? Le son troisième prend la place du second. Le son troisième vient trop vite. Tu le retiens, mais il vient. Tu fermes les yeux, tu te concentres. Tu penses à autre chose, mais il vient. Tu serres les mâchoires, il vient quand même. Tu te mords la langue, tu te décontractes. Tu sifflotes entre tes dents, tu chantonnes, et oui, tu siffles et tu chantes. Voilà, il est le son troisième, venu trop vite. Le son quatrième est un son là, fatigué, mou, pas la force d'en parler. Et ça se présente comme ça, c'est des textes, c'est des espèces de blocs de prose comme ça. Et à chaque fois, ça se termine par les derniers mots du texte qui sont entre parenthèses. Et à la fin, on a la table des faux titres. C'est ce qu'elle appelle les faux titres. En fait, le titre du texte, ça n'est pas les premiers mots, comme ça arrive souvent de manière conventionnelle dans pas mal de poèmes ou de recueils de poésie. Ce sont les derniers mots, en fait, qui donnent leur titre au poème. Et donc là, ici, pas la force d'en parler, mais le titre, c'est la force d'en parler. Bon. Anatote, il faut pas être fatigué quand on lit ça, puis surtout, il faut le lire à voix haute. Hein. C'est vraiment une poésie qui appelle l'oralité, la diction, la théâtralisation, ce qu'on veut. Autre belle écriture poétique, mais lui on connaissait quand même, Bernard Mancier, l'Omate. Alors Bernard Mancier, que moi je ne connais que par un livre important, bilingue occitan-français, L'Enterrament a Sabres, l'enterrement à Sabres, c'est un des, c'est un des grands écrivains landais gascons. Non, c'est peut-être le seul écrivain landais un peu connu, enfin qui dépasse. L'Enterrament a Sabres, moi j'ai lu ça dans les années 80, début des années 90. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que c'était ressorti en NRF Poésie. Donc voilà, il y a quand même une forme de patrimonialisation, si on peut dire ça, j'en sais rien, de l'œuvre de Bernard Mancier. Donc c'est pas du tout un poète régional au sens où parfois on utilise ce vocable. Sinon à ce moment-là tout le monde est régional. Hein. Guy Levic est régional. Gertrude Stein en un sens elle est régionale aussi. Ça serait intéressant d'analyser la régionalité de Gertrude Stein. Bon, peu importe. Donc pendant ces dernières années, les années 90-2000, enfin surtout dans les années 2000-2010, il publiait 2 ou 3 fois par an un volume très mince de poèmes ou de prose poétique aux éditions de l'Escampette. Et celui-ci a été republié, il est de 2007, il a été republié par la Nouvelle Escampette et les Saisons Librairie. Et les Saisons, je vous en ai parlé, c'est cette librairie de La Rochelle qui vient de pousser un petit surgeon à Tours, et cette merveilleuse librairie cave à Tours, les Saisons, voilà. Et c'est là que je l'ai acheté, parce que bon, j'étais un peu intrigué de voir Bernard Mancier publié par la librairie Les Saisons, c'était un peu curieux. Et c'est un récit poétique en 28 paragraphes, hein, presque. C'est un livre qui est très aéré, hein, ça n'est écrit que sur les pages de droite, donc les pages impaires. Et c'est un récit à la première personne de quelqu'un, quelque chose, un animal, une bête, ça pourrait être un insecte, ça pourrait être en fait un fantôme, ça pourrait être juste un élément de la nature. Donc c'est très très curieux et en fait on lit ça et on se dit tiens qu'est-ce que c'est et en fait on ne sait jamais, est-ce que c'est une créature, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est un enfant, qui s'échappe, qui se tapit, qui s'échappe dans la nature et qui essaie de trouver refuge dans les marécages en fait. Et donc c'est cette omate du titre.
Je vais en lire un extrait. Alors, à l'arrivée, on ne sait pas trop ce qu'on a lu. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris grand-chose, mais c'est assez beau. Allez, le 14. Les lointaines mélodies d'avertissement s'étaient multipliées ce matin-là. Il me restait à retrouver les chemins des marais que je connaissais plus ou moins entre les fondrières. Il fallait sauter d'une motte incertaine à l'autre de Moligny, certaines si gonflées que hors d'haleine je pouvais m'y asseoir de temps à autre. Nul ne s'aventure par ici. L'eau ne reflète rien, une eau noire, sans ciel. Elle ne gémit même pas si l'on y glisse. Je finis par trouver sous un saule misérable la bauge encore fouillée d'un sanglier. Il s'y était vautré. Les branches mortes et les tas d'herbes s'étaient couchées en rond. Je me suis mise à rire d'un rire de bête sauvage. Couvert de boue, les vêtements collés à la peau, les poils gluants, je sentais enfin jusqu'au ventre la bête fauve, l'herbe piétinée et le marécage. 14e des 28 proses, des 28 chapitres, fragments de cette prose narrative L'Omate de Bernard Mancier. Et le dernier, mais décidément aujourd'hui c'est poésie, poésie, poésie. Heureusement que j'ai quand même dit un mot vite fait de Malabo Littoral, qui est un roman, et de James Baldwin, quand même, qui est un livre d'histoire. Parce que sinon on est vraiment dans la poésie, à part Elizabeth Barrett Browning, dans la poésie de langue française. Et très contemporaine, là encore, Michel Duguay, Mais il y a la mer, collection AA, l'or piment, le AA et Réalgar, bien sûr. Les éditions du Réalgar, on ne se quitte plus. Et donc, voilà, c'est un livre de prose poétique, là encore, en plusieurs parties, avec des éléments autobiographiques. C'est comme une sorte de portrait autobiographique, fracturé, fragmenté. Donc, Michel Duguay, moi, je ne connais pas d'autres textes de lui. Et contrairement à l'habitude avec la collection L'Or Piment, il n'y a pas d'œuvre picturale ou graphique ou plastique dans le livre. Il y a la couverture, bien sûr, qui est très, très belle et que l'on doit à... je ne vais pas savoir le dire. Celui-là, il date de 2018 et c'est une peinture de Jean-Pierre Baudouin. Voilà. Et donc, voilà, la dernière partie s'appelle Rennes, carte postale. Il y a des souvenirs de football à l'école catholique. Ouais, c'est en Bretagne, donc évidemment, il allait à l'école catholique. J'aimerais bien lire de temps en temps des livres de gens qui sont allés à l'école publique, à la laïque, en Bretagne. Ça devait être quelque chose, en plus, non, normalement. Qu'est-ce que je peux lire ? Allez, la deuxième partie de la balade des noms. Je ne vais peut-être pas tout lire, je vais manquer de temps. Le début. Ici, le vent est l'hôte. Je n'en finis pas de le voir rouler comme un tonneau dont les douves cerclées de fer couinent sur les pierres du chemin. C'est beau comme image, hein, le vent comme un tonneau. Il fut le premier commensal de la presqu'île. Les autres vinrent après, poissons des eaux, oiseaux, animaux des fourrés, puis encore après les hommes, cueilleurs, pêcheurs, et les hommes paysans. Je me laisse aller à cette genèse approximative. Parfois le vent se calme, léger tourbillon qui flotte sur l'herbe ou bourdonne, accroché aux branches, pareil à un essaim de guêpes. Tout est rumeur, mais comme assourdi dans les parages de la maison. La lande, les vagues indolentes, l'ombre du vieux mur me donne l'image d'un temps singulièrement ralenti. Cette lenteur tranche sur les jours tempétueux de sorte que se trame un équilibre tel que le sentiment d'éternité affleure. Sans doute renforcé par la pluie oblique et régulière, dont la permanence en certaines périodes s'apparente à celle des pins maritimes, vaillants et décharnés, et des cyprès plantés aux abords des habitations, taillés pour en faire des haies et qu'on appelle encore coupe-vent. C'est le début donc, de cette deuxième partie de la balade des noms. C'est dans Mais il y a la mer de Michel Duguay. On ne la présente plus, la collection L'Or Piment des éditions du Réalgar. Eh bien, ça va faire moins de 30 minutes, alors que j'ai quand même parlé de quelques livres. Ça permet de faire diminuer la pile, et puis de faire des coups de projecteur un petit peu plus intenses, un petit peu plus détaillés dans Interpares. Voilà, on va essayer de continuer à louvoyer entre ces deux séries de vidéos principales, et on va voir comment ça se passe. Allez, à la prochaine. C'est mardi, et je ne sais pas quand mardi 13 octobre, je ne sais pas quand je la diffuse, vendredi peut-être, on verra. On verra ça. Allez, ciao!